Bien, je vous remercie. Je tenais d'abord à remercier Olivier Berthelot, parce que ça a été à travers lui que j'ai pris contact avec le Parti breton et que ce thème est apparu comme étant intéressant à développer. Une précision à propos du titre, parce qu'il me semble que dans les affiches, il y avait marqué quelque chose comme la Catalogne vers l'indépendance, un truc comme ça, avec un point d'interrogation, heureusement, parce que, effectivement, mon titre n'est pas tout à fait le même, c'est à propos de la Catalogne et de sa situation institutionnelle actuelle. Et donc, je peux en décevoir quelques-uns qui, peut-être, seraient tentés de vendre trop de peau, de trop d'ours, c'est-à-dire que les choses ne sont pas aussi simples, même si elles sont très intéressantes et très surprenantes pour quelqu'un qui a vécu tous ces événements de très près, qui les suit de très près et qui se sent impliqué dans les processus en cours. Mais il n'y a pas que des manifestations aussi belles que celles que vous avez vues si vous êtes arrivé au début, dans cette manifestation du 11 septembre 2012 qui a marqué les esprits. Pour bien comprendre la situation, je me suis posé quelques problèmes. Pour l'expliquer à des Français, je me suis dit qu'il fallait donner quelques antécédents pour mieux comprendre la situation actuelle, quelques antécédents historiques. Rassurez-vous, je ne vais pas partir trop loin, simplement au XIXe siècle. Quelques détails du XIXe siècle, je vais aller très vite. Pourquoi remonter d'ailleurs au XIXe siècle? Surtout parce que le XIXe siècle en Espagne est une vraie catastrophe. Surtout si on le compare, je veux dire une vraie catastrophe au niveau de la construction de l'État espagnol. Surtout si on le compare avec la France, étant donné qu'au contraire, la France sera un État en expansion coloniale en Afrique du Nord et dans l'Asie du Sud-Est, alors que l'Espagne est un État en décadence qui a perdu ses premières colonies dans la suite des révolutions bourgeoises et européennes de 1848, c'est-à-dire les indépendances américaines ont commencé dès les années 60, 1860, mais les dernières colonies vont être perdues en 1898. Les deux dernières colonies qui restaient à l'Espagne étaient Philippines et Cuba. Donc c'est les dernières colonies perdues. Autrement dit, l'Espagne est en train de perdre ses colonies et toute l'importance, tout ce que représentent les colonies, et au contraire, la France est en train de les conquérir. Ça a des répercussions au niveau de l'État. Quelques conséquences, c'est le point 2 que vous pouvez suivre sur le schéma, sur la structuration paradoxale des deux États voisins finalement. C'est un renforcement et une centralisation de l'État français. Les lois Jules Ferry sont là, mais ce n'est pas seulement les lois Jules Ferry, il va y avoir un renforcement de l'administration préfectorale, de l'administration centrale française durant tout le XIXe siècle. L'acculturation au français et la réduction des langues et des cultures périphériques dans l'État français commence à cette époque-là. Elle va durer près d'un siècle et elle va se continuer. La faiblesse politique de l'État espagnol est considérable. Elle est presque symbolique, étant donné que des écrivains commencent à écrire, comme Ortega y Gasset, des titres comme l'Espagne invertebrada, c'est-à-dire l'Espagne invertébrée. Cette Espagne que, évidemment, aucune bourgeoisie espagnole n'a réussi à créer, et uniquement des bourgeoisies naissantes apparaissent en Catalogne et au Pays Basque. En Catalogne, au XIXe siècle, il y aura une révolution industrielle semblable au modèle turinois, lyonnais, si vous voulez, d'industrie moyenne surtout, industrie de transformation, et une révolution industrielle aura lieu aussi au Pays Basque, différente celle-ci, basée plutôt sur le modèle anglo-saxon, c'est-à-dire industrie lourde, hauts fourneaux évidemment, et haute banque.
Haute banque qui continue aujourd'hui à exister. Je vous rappelle les noms de Banco de Bilbao, de Vizcaya, qui sont les plus importants encore aujourd'hui en Espagne. Donc, deux modèles de développement différents en Catalogne et au Pays Basque, et rien à Madrid. Madrid reste une capitale étrange, dans laquelle se concentre le pouvoir politique, bien sûr, le pouvoir militaire, bien sûr, et le pouvoir religieux. Et ceci depuis le XVIe siècle, c'est une longue tradition. D'ailleurs, Madrid est une capitale très étrange que l'on ne peut pas comparer à Paris. Madrid a été décidée par la volonté d'un roi qui régnait sur d'immenses territoires, Felipe II, qui était le fils de Charles Quint. Hier soir, il était question de Charles Quint à la télévision. Et effectivement, on a parlé de ces deux rois, de ces deux monarques. Madrid n'a rien de comparable, je disais, à Paris, étant donné que c'est né de la volonté de ce roi avec un dessin étrange. Il a pris la carte de la péninsule ibérique, il a tracé deux diagonales, et dans l'intersection, il a dit « El Escorial », c'est-à-dire le palais du roi. Et Madrid était la ville la plus proche, qui se situait à peu près à 40 km de cet endroit, de l'Escorial, et Madrid s'est développée comme Villa y Corte d'Espagne, c'est-à-dire la ville où la cour allait résider et qui serait la plus proche de l'Escorial. Voilà comment est né Madrid. Évidemment, Madrid par la suite s'est développée et aujourd'hui elle abrite bien de multinationales, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de comparable en France. On ne peut pas trouver ni Marseille, ni Lille, ni Lyon qui puissent faire de l'ombre à Paris. Paris reste le centre de la toile d'araignée. Alors, c'est une toile d'araignée qui s'est construite à travers près de 1000 ans d'histoire. Rien de semblable pour Madrid. Pas de bourgeoisie à Madrid au XIXe siècle. Rien que cela démontre sa faiblesse, dans la tradition industrielle notamment. Donc, voilà pour ce qui est de ces deux modèles de construction de l'État. Au XXe siècle, les difficultés continuent et l'État espagnol est toujours incapable d'arriver à la modernité. Ça commence par une dictature de Primo de Rivera de 1923 à 1930. C'est là où Ortega y Gasset, ce philosophe libéral, écrira son fameux livre « L'Espagne invertebrada ». C'est de 1921, vous voyez, ça ne renvoie pas à très loin. Sur ces entrefaites arrive, après cette dictature, une république espagnole pleine de promesses, de 1931 à 1939, où seront votés les deux premiers statuts d'autonomie de Catalogne et du Pays Basque. Je dis légendaire République espagnole, pleine de promesses, parce que le XIXe siècle n'avait pas réussi à engendrer un État moderne, et c'est grâce à cette Deuxième République qu'un État nouveau est en train d'apparaître avec des autonomies. Mais ces autonomies vont provoquer très vite la réaction de la droite conservatrice espagnole qui va faire un premier soulèvement, disons un premier coup en octobre 1934, en même temps qu'il y avait le coup fasciste sur la place de la Concorde à Paris, en même temps qu'il y avait des faits à Berlin très dramatiques. À Barcelone se déroulent aussi les faits d'octobre 1934, dans lesquels la droite reprend le pouvoir à l'intérieur de la République. Ce qui va amener par la suite, 2 ans après, le Front populaire en 1936. Le Front populaire a lieu après le mois de mars, et le mois de juillet, les militaires se soulèvent. Pendant ce temps, la République n'a pas eu, comme vous le voyez, beaucoup de temps pour faire beaucoup de progrès et de tenir toutes les promesses qu'elle renfermait. Cette Deuxième République garde aujourd'hui encore beaucoup d'espoir en Espagne, qui sont refoulés, que l'on ne voit pas toujours, à la une des journaux évidemment. Mais à cela s'ajoute aujourd'hui un discrédit de la monarchie espagnole qui n'avait jamais atteint les niveaux actuels.
J'en viens à l'histoire pour parler de ce coup d'État militaire qui va réussir grâce à l'aide de l'axe allemand et italien, et avec les forces du Tabor marocain, c'est-à-dire que les premières forces franquistes proviendront de la Légion étrangère du Rif. Et sur ces entrefaites, étant donné qu'il est aidé par la logistique militaire allemande, ce coup d'État va réussir dans tout le sud de l'Espagne. La guerre va durer 3 ans, 3 ans dramatiques dans lesquels la République va être saignée, va être aussi divisée elle-même, va être punie également. Guernica est un symbole, vous le savez, 1937, c'est l'exposition universelle de Paris où un tableau est exposé, c'est le tableau de Picasso, Guernica, qui dénonce le bombardement d'une ville symbole basque qui a été punie par le clergé espagnol. Il accuse le clergé basque d'avoir introduit le Christ dans les files républicaines et demande à la Légion Condor, demande à Franco de punir cette ville comme symbole. Effectivement, la Légion Condor bombardera Guernica. Et Guernica deviendra une ville symbole et Picasso dessinera ce fameux tableau manifeste qui est aujourd'hui un symbole connu dans le monde entier. La Deuxième Guerre mondiale va transformer sûrement tout le panorama européen, le fascisme, mais le franquisme va prendre une coloration particulière en Espagne, surtout avec l'Église, et se détachera très vite des forces de l'Axe en prétendant d'autres excuses, mais on ne peut pas parler, le franquisme n'est pas à proprement parler un fascisme comparable à celui de l'Italie ou du nazisme allemand. En tout cas, ce franquisme aura duré 40 ans sans liberté pour tous les peuples d'Espagne. La transition démocratique viendra et donnera un système à nouveau généralisé des autonomies en 1980. Cette transition démocratique a apporté sûrement des bienfaits, la liberté d'abord, la démocratie, mais aussi des méfaits. Par exemple, il fallait excuser tous les crimes commis pendant ces 40 ans de franquisme. On ne pouvait pas faire d'épuration de l'État et de l'armée. Et donc, ça a été une période dramatique. Malgré tout, pendant ces périodes, la première organisation à être reconnue officiellement par la démocratie a été la Généralité de Catalogne, qui a été réintroduite. C'était le premier geste qu'a fait Suárez, c'était le président du gouvernement de l'époque, qui a réintroduit la Généralité de Catalogne, qui était la première institution qui provenait de la République et que l'on avait restaurée. Par la suite, ce que l'on a remarqué, c'est que l'État espagnol qui se construisait est un État décentralisé, fait d'autonomie. Je dirais que tout le monde a voulu participer à ces autonomies que la Catalogne et le Pays Basque et la Galice avaient conquis, mais personne ne voulait être écarté de ce système. C'est ce qu'on a appelé le système d'autonomie généralisée de tout l'État, 18 autonomies, parfois même des autonomies étranges, comme l'autonomie de la Rioja, qui est une autonomie viticole presque, pourrait-on dire. Et donc, mais Madrid aussi a son autonomie, ce qui est ridicule. Certains se sont inventés une autonomie à toute vitesse, et des drapeaux et des hymnes à toute vitesse. C'était ridicule. L'erreur commise